Ces derniers mois, des associations ont mené une campagne offensive, souvent avec brio, pour dénoncer ce phénomène de société. Nous nous devons de les remercier et de les soutenir. Elles font vivre la démocratie en dénonçant des injustices, des horreurs inqualifiables. Nous ne pouvions rester sourds à leur appel, détourner le regard devant une réalité tragique, celle de 150 féminicides pour l'année qui vient de s'écouler. Alors que nous achevons la période des vœux, ce moment où l'on se souhaite du bonheur, de la paix, de la santé, ce sont déjà 8 femmes qui sont tombées victimes des coups de leur mari, conjoint ou petit ami. Une première étape pour répondre à cette situation intolérable a été la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié que nous avons récemment adoptée. Cette nouvelle proposition de loi marque une deuxième étape et apporte quelques améliorations à la loi du 28 décembre 2019. Bien que ces mesures auraient pu être intégrées dès le mois de décembre et agir plus rapidement, nous pensons qu'il faut sortir de tout débat d'ordre partisan sur cette question. C'est pourquoi, de ce texte, nous ne retiendrons que les aspects positifs, car le sujet est évidemment crucial. De nombreux aspects nous paraissent positifs, comme l'élargissement de la loi du 28 décembre dernier aux tentatives d'homicide, dont la gravité peut être comparable à la commission du crime lui-même, ou encore les dispositions relatives aux armes ainsi que celles relatives au respect de la vie privée. Ensuite, il faut soutenir les articles 10 et 11. L'article 10 permet de renforcer la lutte contre le harcèlement au sein du couple en élargissant la notion d'atteinte à la vie privée et en sanctionnant cette atteinte de manière beaucoup plus sévère lorsque se déroule cela au sein du couple. L'article 11 est un moyen d'agir en amont de futures violences en renforçant la protection des mineurs à l'exposition à la pornographie. La violence se développe via la socialisation des individus. L'accès facilité au contenu pornographique pour de très jeunes individus qui ont en moyenne 13 ans en France et qui diffusent une vision brutale de la sexualité en fait certainement l'un des vecteurs de violence conjugale. Il faut donc mieux encadrer son accès. Cependant, nous devons viser les racines du mal. Cela veut dire mettre en place un véritable mécanisme d'éducation au respect de l'autre, à la lutte contre la violence conjugale, et ce, dès le plus jeune âge, allant au-delà de la simple protection de l'accès à la pornographie. Néanmoins, certains articles soulèvent quelques remarques ou difficultés selon nous. L'article 6, relatif à l'exemption de l'obligation alimentaire en cas de violence conjugale, nous interroge sur la place du juge. Dans le cadre de cette possibilité d'exemption que nous soutenons, le juge doit avoir la possibilité, au-delà du crime qui aboutirait à une exemption automatique, de donner la possibilité au juge d'accorder cette exemption de l'obligation alimentaire au regard d'autres circonstances. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement dans ce sens. Par ailleurs, en ce qui concerne le harcèlement moral au sein du couple, l'aggravation de la peine dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide est une mesure juste, mais nous ne pensons pas qu'il faille l'étendre jusqu'aux tentatives de suicide. Certes, tout passage à l'acte constitue un appel dont il faut tenir compte, mais ce que vous proposez à l'article 7 nous paraît disproportionné. La crise suicidaire est multifactorielle. C'est pourquoi il est plus adapté de réserver l'aggravation de la peine à la finalité irrémédiable du décès. Sur ces questions, nous sommes donc sur la même ligne que d'autres collègues sur d'autres bancs. Ensuite, l'article 8 peut constituer à nos yeux une atteinte à un droit fondamental pour les patients, à savoir le secret médical, a fortiori pour les victimes de violences conjugales qui savent pouvoir trouver refuge chez le médecin. Sans l'accord du patient, ne craignez-vous pas une perte de confiance entre le patient et le médecin qui aboutirait à l'effet inverse que nous recherchons tous? C'est pourquoi nous avons donc déposé un amendement de suppression de cet article qui nous semble particulièrement dangereux pour les victimes de violences conjugales elles-mêmes. Mettons les moyens sur la sensibilisation des médecins pour convaincre les victimes de dénoncer leur bourreau. De même, nous devons renforcer la détection de situations de violence conjugale. Lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Pradié, nous avions déposé des amendements pour donner un statut à la main courante. Nous n'avons pas été entendus sur ce point, nous le regrettons, mais il y a là, il nous semble, un vrai sujet de réflexion. La main courante a un rôle important à jouer dans la détection des violences conjugales. La détection passe au même titre que pour les médecins par une formation adaptée des policiers et gendarmes. À présent, je souhaiterais bien sûr aborder les questions importantes que soulève l'article 12 relatif à l'aide juridictionnelle. Si là encore les intentions sont tout à fait louables, l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire qui pourrait ne pas être validée par la suite avec l'obligation de rendre les honoraires versés créera, il nous semble, inévitablement de l'insécurité pour la personne victime de violences. On rajoute de l'insécurité et de l'inquiétude à une personne d'ores et déjà vulnérable et en situation de grande détresse. Pour cela, nous avions une proposition de réécriture à vous soumettre, mais l'amendement n'a pas résisté une fois de plus aux fourches codines de l'article 40. Cet amendement constituait selon nous la solution d'équilibre en ce qu'il proposait au bureau d'aide juridictionnelle de se prononcer dans les 48 heures, mais de manière définitive, sur l'octroi ou non de l'aide.
Le gouvernement serait-il prêt à envisager d'introduire dans le texte une telle mesure? Avant de terminer, je souhaiterais bien sûr m'attarder sur un point qui était déjà évoqué, peut-être le plus essentiel. Nous pouvons légiférer autant que de fois que nous le souhaitons, mais si nous ne mettons pas les moyens pour faire appliquer ce que nous votons, c'est chose vaine. Nous le savons tous. Pour qu'une protection des victimes de violences conjugales soit efficace, il est indispensable d'accorder plus de moyens à ce combat. Les secteurs de la justice, de la santé, de la sécurité, mais aussi de l'éducation doivent avoir les moyens financiers, matériels et humains de mettre en œuvre des dispositions que nous inscrivons dans la loi. Malheureusement, le projet de loi de finances nous a montré que les moyens n'étaient pas à la hauteur de nos objectifs. Nous devons sortir des législations de bonnes intentions et nous donner véritablement les moyens d'agir. Il s'agit d'un enjeu de santé et de sécurité publique. Les associations féministes estiment qu'il faut 1 milliard d'euros afin de lutter efficacement contre la violence conjugale. Mon collègue Paul Molac pointait du doigt en commission le manque d'hébergement d'urgence pour les femmes qui souhaitent quitter le domicile familial. C'est une situation complexe et la fuite du domicile familial est nécessaire pour fuir le harceleur. Nous devons donc leur permettre d'accéder à un lieu sûr si elles prennent cette courageuse décision. De même, l'engorgement des tribunaux est un frein au bon déroulement du processus de protection et de reconstruction des victimes. Mes chers collègues, malgré les insuffisances que je viens d'évoquer, notre groupe est néanmoins bien sûr favorable à cette proposition de loi qui améliore le dispositif que nous avons récemment voté. Cependant, bien sûr, nous resterons vigilants au cours des débats à venir sur les points que je viens de vous exposer. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Terlier, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. La plus jeune avait 19 ans, la plus âgée 85 ans. Leur point commun, elles ont toutes été assassinées par un mari, un compagnon. Et cela presque en silence. Elles n'étaient pas n'importe qui, elles étaient les filles, les sœurs, les nièces, les amies et les mères de quelqu'un, les nôtres. La violence conjugale est multiforme, elle est aussi également souvent taboue. Elle est multiforme, elle peut prendre la forme d'actes isolés qui ne se reproduisent pas, ou bien d'actes répétés, habituels. Souvent réduite à la violence physique, aux coups et blessures, il existe en réalité de nombreuses formes. La violence conjugale, psychologique, est une forme de violence bien réelle. Humiliation, harcèlement, menaces, injures, et bien souvent, c'est elle qui est l'amorce des actes les plus graves. Cette violence conjugale est aussi souvent une violence de nature sexuelle. Oui, le viol au sein du couple existe et c'est aussi un crime. La violence économique, enfin, n'est pas plus rare que les autres formes. Elle est souvent le reflet d'un contrôle permanent et distillé des dépenses ou d'une privation de revenus. La violence conjugale est souvent taboue. Pourtant, les chiffres sont là, édifiants et têtus. Pour en rappeler son ampleur, chaque année, entre 100 et 200 personnes décèdent des suites de violences conjugales. Chaque année, entre 1000 et 1200 viols conjugaux sont déclarés. Chaque année, ce sont en moyenne 60 000 actes de coups et blessures déclarés, dont 50 000 par des hommes à l'encontre des femmes. En 2019, plus de 120 femmes ont été tuées. Chaque année, clairement dit, une femme meurt tous les 2 ou 3 jours en moyenne de violences conjugales. Et non, la violence n'est pas l'apanage des hommes. C'est en réalité souvent occulté, parfois nié, mais les hommes sont eux aussi victimes. Moins que les femmes, mais le sujet est loin d'être anecdotique. Ce sont aussi, en France, chaque année, 82 000 hommes qui subissent coups, mauvais traitements et atteintes sexuelles. Parce que ces violences dites ordinaires, qui font chaque année des dizaines de milliers de victimes, sont de vrais drames interfamiliaux, parce que ces violences meurtrissent des familles, ruinent et ôtent des vies, parce que ne rien faire serait accepté toujours, et parce que l'indifférence est aussi une violence, nous avons choisi de faire de la lutte et de la répression contre les violences familiales et conjugales un engagement prioritaire. Issu de travaux menés pendant plusieurs mois par plusieurs milliers de personnes mobilisées et rassemblées à travers toute la France au sein des 11 groupes de travail et des Grenelles locaux, notre proposition de loi fait le choix, entre autres, de gommer certaines invraisemblances juridiques, parce que le rapport victime-auteur est biaisé originellement. La systématisation de la médiation pénale sera supprimée dans le cas de violences conjugales et la médiation sera strictement encadrée. De protéger aussi également les victimes directes et incidentes, et notamment les enfants. La proposition de loi donne aux juges la faculté de suspendre ou d'aménager l'autorité parentale et ses attributs.
Ainsi, le parent violent pourra être privé de son droit de visite et d'hébergement, tout en continuant à devoir verser une pension alimentaire. De renforcer enfin la réponse pénale. Même si le harcèlement moral est aujourd'hui sanctionné par le Code pénal, la proposition prend la décision d'aggraver les sanctions encourues quand ce harcèlement est intraconjugal. Ce texte reconnaît le fait de suicide forcé avec l'instauration d'une nouvelle circonstance aggravante pour les auteurs de violences en cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide de la victime. Nous le savons tous, les histoires violentes obéissent presque toujours à un même schéma de manipulation qui commence par des dévalorisations verbales et qui mine progressivement et profondément la confiance en toi. C'est un véritable travail de sape qui s'organise et quand arrivent les coups, la victime trouve presque là normal. Combien de fois, mes chers collègues, nous avons entendu pendant nos auditions, je lui trouvais des excuses, je me disais qu'il avait été maltraité, je ne pouvais pas l'abandonner, il était le père de mes enfants. C'est bien une emprise au ressort psychologique puissant qui rend tout départ extrêmement difficile, toute dénonciation quasi impossible et toute plainte impensable. Aussi, notre proposition, en inscrivant l'emprise dans les codes, reconnaît les violences sous quelque forme qu'elles s'exercent, physiques et psychologiques. Et mes chers collègues, parce que trop souvent les victimes subissent sans parler, notre texte élargit le champ de levée du secret médical. Et parce qu'il nous faut éviter de nouveaux drames, il faut permettre aux médecins de pouvoir signaler plus facilement aux autorités compétentes des faits de violence graves et de danger immédiat. L'objectif n'est pas juste de faire un signalement, mais aussi de mettre à disposition des victimes tous les moyens nécessaires à les accompagner. D'ailleurs, et à chaque fois, le praticien devra s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. S'il n'y parvient pas, il devra l'informer du signalement au préalable. En conclusion, mes chers collègues, ce texte a pour ambition de mettre en œuvre des dispositifs juridiques et sociaux qui permettront de lever l'ambivalence dans laquelle les victimes de violences conjugales sont trop souvent plongées. Celle entre victimisation et culpabilité, et pour les aider à gommer cette emprise, qui les laisse croire qu'elles ont cherché les violences qui leur ont été assénées, je vous invite à voter cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis, au nom du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, Madame la rapporteure, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, affrontant le rhume et la fièvre, pour vous livrer cette discussion générale. Cette proposition de loi nous est présentée comme étant le fruit législatif des travaux du Grenelle sur les violences conjugales. S'il est vrai que l'on doit juger un arbre à ses fruits, alors on se convaincra rapidement des limites d'un Grenelle bien chétif qui n'a fait qu'égrener annonces et déclarations fleuves, sans jamais remettre en question le primat de l'austérité budgétaire qui structure la politique du gouvernement. Pour passer des mots aux actes, il aurait fallu sortir de la règle d'or. Mais vous vous êtes enfermé dans ce dogme. Pire, vous avez même essayé de trafiquer les chiffres, faisant croire qu'il y avait des millions là où il n'y en avait pas. Je tiens d'abord à relayer auprès de vous la déception des associations, des collectifs, de tous les citoyens et citoyennes engagés au sein des établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, universités, des administrations, des entreprises et dans la rue qui se mobilisent pour que la loi joue son rôle protecteur face à des violences dont on sait qu'elles sont avant tout systémiques. Un tel défi ne pouvait faire l'économie d'une loi cadre, à laquelle serait adossé un budget conséquent, 1 milliard d'euros. Voilà ce que les associations réclament en chœur et que les manifestants de Nous Toutes ont scandé en novembre dernier lors d'une manifestation à l'ampleur inédite sur le sujet. 1 milliard, je le précise, nous semble être un minimum. C'est même un minimum si on compare aux 4,5 milliards d'euros dont s'est privé l'État chaque année avec la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune transformé en IFI, comme chacun sait, ou aux autres milliards de la flat tax ou encore du crédit impôt compétitivité emploi transformé en allègement de charges. Le volontarisme politique exige des moyens et le gouvernement a montré avec ses mesures en faveur des plus riches qu'il pouvait parfois desserrer la ceinture budgétaire. Mais pour la grande cause